Les Exceptionnels, c'est le podcast qui met en lumière des parcours de femmes qui pourraient être le vôtre. Des femmes qui ont osé se lancer dans des métiers qu'on ne disait pas pour elles. Le podcast Les Exceptionnels a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie. Être entrepreneur féminin, c'est pas féminin l'important, c'est vraiment être entrepreneur qui est important. Surtout prendre conscience que son plus gros frein, c'est soi. Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être capable de rester vraiment focus sur son cap. Ce serait de dépasser ses croyances limitantes. Il y a 15 jours, vous découvriez le parcours d'Emmanuelle Champeau avant Totem Mobi. Dans ce deuxième épisode, je vous propose de suivre Emmanuelle dans son aventure entrepreneuriale, de l'insouciance des débuts aux efforts sans relâche pour garder le cap. 6 ans après le lancement, Emmanuelle nous explique sa vie d'entrepreneur au quotidien, sans tabou. Alors, l'idée de départ, super séduisante et en tout cas qui a l'air de réunir à la fois une compétence, une expérience métier et une prise de conscience écologique, quelque chose d'assez profond comme élément qui drive en fait une vraie activité entrepreneuriale. On se lance et que se passe-t-il par rapport déjà à la création de l'entreprise, par rapport à ce constat d'une trésorerie énorme qui serait nécessaire pour des voitures électriques, et aussi, j'imagine, quand on va s'implanter dans une ville comme Marseille, à certainement pléthore d'autorisations ou autres. Alors voilà, quel est ce début d'aventure ? Un beau jour, je me dis, bon, faut que je m'y mette, parce qu'évidemment, entre-temps, j'ai fait un peu de conseils, un peu d'enseignement, voilà, et donc là, je me dis, bon, faut que t'arrêtes tout, parce que sinon, ça sortira jamais. Donc, le 6 janvier 2012, je m'en souviens très bien, je me dis, tout le reste est terminé, t'as plus d'excuses, et on y va. Alors après, bon, moi j'ai des milliers d'anecdotes, hein, parce qu'évidemment le parcours est quand même long, hein, et il faut beaucoup de ténacité. Et puis en plus, moi j'ai coché pas mal de cases quand même de l'accompagnement qui existe en France, hein, qui est indéniable sur l'accompagnement pour créer une entreprise. Alors la première chose, c'est que et alors ce qu'il y a de certain, c'est qu'au départ, moi j'ai pas du tout conscience justement de l'enjeu capitalistique de ce que je vais créer. Là-dessus, de toute façon, je pense que quand on crée une entreprise, entre le courage et l'inconscience, on ne sait pas lequel des deux qualificatifs sera le bon. On va le connaître à la fin de l'histoire. Voilà. Donc pour l'instant, moi, on peut encore dire oui, je suis courageuse. Honnêtement, je pense que j'étais franchement inconsciente. Et je pense que si j'avais été consciente, je n'aurais jamais créé Totem. Donc, il faut encore quelques années pour savoir vraiment où on va aller. Parce que Totem est évidemment encore sur le chemin de la start-up et de la création d'entreprise. Hein. On n'en est pas sorti. Donc d'abord, c'est long. Petit préalable, c'est une décision qu'on prend à deux. Je pense que c'est pas inutile de le dire. Même si ça peut agacer, bon voilà, tout près de la journée de la femme, mais non, c'est quand même, enfin en gros, quand vous créez une boîte, vous allez être à 300% là-dedans. Moi, ça tombe bien, mes enfants sont assez grands, c'est-à-dire que le plus jeune, il a 13 ans, la plus âgée, elle en a 22, 23, enfin voilà, donc bon, ça va aller quoi. C'est plus des nourrissons. Et heureusement, parce que je vais être totalement absorbée évidemment par cette création d'entreprise. Donc après, je trouve toutes les petites aides. Alors ce qui est très intéressant, c'est que alors je pars avec mon petit carnet, je paye des coups à boire à tout un tas de personnes qui vont me donner à chaque fois des idées, qui vont critiquer. Alors ça vraiment, je le conseille à tout le monde. Il faut accepter que son idée soit martyrisée. Et je vais faire martyriser mon idée de départ par énormément de copains. Par évidemment toutes les structures de financement que je vais rencontrer. Et petit à petit, je vois ça oui, ça non, ça c'est faisable, ça il faut tel critère, etc. Bon, assez vite, il y a quand même, en France, 2, 3 supports, puis maintenant, il y a, avec les premières, etc. Enfin voilà, il y a des accompagnements qui sont vraiment très très bien faits.
Et je trouve, et ça j'en suis très contente, je le dis tout le temps, je trouve mon premier client. Bah, je reviens à mon dada. C'est que oui, s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de marché. Voilà. Alors ça tombe bien parce que je trouve très vite Cage Business School, l'école qui est à Marseille, à Lumini, où bon, il se trouve que je donnais des cours, donc je les connaissais un petit peu, j'avais travaillé autour du développement durable, du biomimétisme avec eux, donc voilà. Et donc je leur dis, bah voilà, je vous propose de créer quelque chose qui est un service qui va être principalement, qui va beaucoup intéresser des étudiants parce qu'ils n'ont pas encore de voiture. Et puis on va faire des stations électriques chez vous, etc. Et donc je trouve mon premier client. Et alors ça, c'est le sésame. Parce que quand vous avez un client et que vous allez voir une banque, un prêteur, un organisme comme Initiative Marseille, eh ben, forcément ça commence à être un peu plus intéressant. Et donc très très vite, j'ai ce premier client et je crée donc Totem dans une première version qui va être principalement orientée étudiant. Mais il y a déjà la pub dessus. Là, ça démarre très très bien. J'achète mes 6 voitures. Alors évidemment, personne... Alors, ah oui, deuxième gag. Pour avoir des aides, en général, la plupart des aides en France sont conditionnées au fait qu'on ait un prêt bancaire. Parce que tous ces organismes qui sont peu ou prou institutionnels, ils aiment bien avoir la caution en fait d'une banque qui va accepter de prendre le risque. Donc, je suis obligée d'emprunter 24 000 €. 24 000 €, j'ai pas loin de 50 ans, enfin ouais, quelque chose comme ça. Ma maison est quasiment payée, mon mari travaille, mes enfants sont quasiment... Eh ben 24 000 €, écoutez bien, j'ai fait, je crois, 7 banques pour obtenir un prêt de 24 000 €. Alors là, c'est quand même la limite, c'est-à-dire que autant en France, il y a beaucoup d'aides qui sont faites autour de l'entrepreneuriat, mais à un moment, les prêts bancaires sont quand même un peu compliqués à obtenir. Bon, après, l'autre gag, évidemment, c'était pour trouver un assureur. Parce que ça, juste pour te brosser le tableau, j'appelle des assureurs en leur disant, voilà, je vais faire une flotte. Alors, j'ai une première flotte avec 6 voitures. Les voitures sont électriques, elles n'ont pas de fenêtre. Les gens se partagent la clé entre les étudiants. Et en plus, c'est à Marseille. Donc là, pareil, 6 ou 7 assureurs, personne ne veut assurer ça. Bon, voilà. Donc ça a été assez compliqué. Bon, je finis par trouver mon assureur, je finis par trouver mon banquier, et c'est parti. Et là, première année, ça part bien. J'ai beaucoup d'étudiants qui louent. Deuxième année, ça loue moins. Donc là, déjà, je me dis, aïe, bon, bah c'est déjà fini. Mais il se trouve qu'à Marseille, il y avait quelqu'un qui avait commencé à créer un service qui ressemblait un peu au mien, mais qui ressemblait plus à de l'autolib, on va dire. C'était de l'autolib dans le centre de Marseille. Et je lui propose qu'on s'associe. Donc, on va finalement associer nos 2 entreprises. Et là, on a un schéma qui est vraiment intéressant pour écrire une nouvelle histoire qui va beaucoup intéresser les investisseurs, parce que lui est ingénieur centralien, spécialiste des systèmes d'information. Moi, j'ai les SEC, le marketing, la communication, la stratégie, l'innovation. Donc, en gros, on voit que nos 2 profils vont bien se goupiller. Et puis, comme j'ai pris tout de suite un focus qui était de travailler avec des étudiants, j'ai gagné un prix qui était un prix féminin de PWN, Professional Women Network, qui s'appelle Entrepreneur responsable. Et ce prix-là m'ouvre en fait un réseau de femmes qui ont des CV de malades, et je découvre les réseaux féminins. Alors ça, c'est intéressant parce que les réseaux féminins, au départ, j'étais plutôt contre. En disant, bah écoutez, moi, j'ai mes copines, quoi. Et puis après, le boulot, c'est le boulot. Bon, pourquoi homme-femme, etc. Et j'ai constaté quand même à quel point les réseaux féminins sont bienveillants et compétents. J'ai trouvé dans tous les réseaux féminins dans lesquels j'ai été des gens d'une intelligence et d'une bienveillance et d'un soutien remarquable. Donc là-dessus, les premières en font partie. Il y en a plusieurs autres. Nous, dans nos actionnaires, on a Femme Business Angel, qui est extraordinairement, qui a un vrai soutien. C'est-à-dire que ils savent tout, toutes les galères, et ils ont toujours été là pour soutenir, pour aider, etc. Et ça, je suis pas sûre. Enfin non, je sais que c'est pas la réalité de tous les réseaux. Voilà. Les réseaux féminins, pour ça, sont assez exceptionnels. Et comme tout de suite, moi, j'ai ce soutien des réseaux féminins, bah, je connais avec ça Renault, avec à l'époque Claire Martin qui dirige la Fondation Renault, et qui me dit, mais attends, ton truc, c'est génial, hop, Renault va venir t'aider. Je découvre Femme Business Angel,
Donc, on va avoir nos premiers business angels, premières, etc. Voilà. Donc, les réseaux, c'est extrêmement important. C'est vraiment important. Donc là, après, il y a l'histoire de Totem, hein, augmentation de capital successive, on crame trop de cash, réaugmentation de capital, on crame trop de cash, etc. Plusieurs difficultés parce qu'on est quand même dans un modèle économique extrêmement capitalistique et sur lequel, d'ailleurs, quand on regarde qui sont les concurrents, c'est principalement des constructeurs automobiles. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que quand je regarde un peu dans le rétroviseur, je vois à quel point il a fallu s'adapter. Voilà, donc moi j'aime bien comparer l'entrepreneuriat à la voile. Hein, voilà, donc mon cap, c'était de proposer un service d'autopartage à prix raisonnable pour que des gens puissent abandonner leur voiture et utiliser ça tous les jours. Eh bien, pour atteindre ce cap-là, je suis obligée de tirer des bords. Et évidemment, je pensais pas que je mettrais autant de temps pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Alors, les bords, quand c'est des grands bords, on peut appeler ça des pivots. Hein, comme ça fait bien dans le pitch book, ça fait bien de dire qu'on a fait un pivot. Mais en tout cas, on est sans arrêt obligé d'ajuster la voilure, la vitesse, l'équipage, etc. par rapport à la réalité du vent, de la mer et de ce qu'on rencontre dans son environnement. Voilà. Alors, l'équipage Totem aujourd'hui, 2 questions. Déjà, cette association avec un ingénieur, j'imagine que ça a été bien pesé après l'échec de la première expérience. Comment, justement, qu'est-ce qu'on évalue et en quoi cette association, elle peut être aussi destructrice que, on va dire, porteuse de nouvelles perspectives. Et aussi, aujourd'hui, Totem, c'est combien de personnes? Qu'est-ce que ça représente, en fait? Alors, sur l'association, là, il se trouve que, comme j'étais, on va dire, chat échaudé quand même, il y a une chose que j'ai exigée tout de suite, c'est que je sois présidente. Et donc là, j'ai surmonté le sentiment d'usurpation. J'ai exigé d'être présidente et j'ai fait en sorte, dans l'association, d'être très clairement majoritaire. Ça change quand même la manière de gérer l'entreprise et notamment, une entreprise doit vendre à des clients. Si elle ne fait pas ça, ça s'appelle autre chose. Ça s'appelle de la recherche fondamentale, ça s'appelle de l'art, ça s'appelle du hobby, mais ça ne s'appelle pas une entreprise. Donc nous, dès le départ, on a fait du chiffre d'affaires. Donc nous, on est très loin d'être rentable, on fait des pertes très importantes, mais on a toujours fait du chiffre d'affaires. Et toujours du chiffre d'affaires qui a été en croissance, qui a à peu près doublé tous les ans. Donc ça veut dire que l'innovation technique, elle est au service des clients. Voilà. Donc ça, c'est le préalable. Et c'est à ça qu'a servi mon premier échec. Bon. Alors ensuite, Totem, c'est quoi aujourd'hui? Alors, Totem a 15 000 conducteurs inscrits, sans ayant jamais fait quasiment, en tout et pour tout, on a dû dépenser 30 000 € en frais publicitaires. Donc ça veut dire qu'on répond à un besoin, à une attente absolument énorme, en tout cas de Marseille, hein, et on peut supposer maintenant de la plupart des villes. Totem, c'est 10 salariés. C'est assez compliqué de piloter une équipe avec les vicissitudes de la trésorerie. C'est quand même compliqué. Le fait qu'on travaille en plus avec des collectivités fait qu'on a des délais de décision, un cycle de vente qui est très long. Voilà. Et donc tout ça, c'est des choses que j'ai découvert petit à petit. Et donc petit à petit, on a inventé chez Totem vraiment une frugalité qui est maintenant un atout. Quand on dit ce qui vous tue pas vous rend plus fort, on a eu l'année 2019 a été très compliquée sur le plan de la trésorerie. Eh bien, on a inventé une manière, une méthode d'entretien des véhicules qu'on pourrait appeler de l'économie circulaire, de l'innovation frugale, hein, pour donner, mais en tout cas, qui, dans la réalité, va nous permettre de diviser quasiment par 2 les frais d'entretien des véhicules. Hormis tout ce qui concerne évidemment la sécurité à laquelle on touche pas. Voilà. Donc en fait, on est en perpétuelle innovation et
Et on reçoit tous les jours d'ailleurs des conseils de gens qui savent tout faire vachement mieux que vous. Hein, ça, faut être prêt à les écouter et à les entendre parce que dans tous ces conseils, il y en aura toujours un ou deux qui seront bons à prendre. Donc moi je dis toujours, c'est des consultants qu'on n'a pas payés, donc faut les prendre. Voilà. Voilà. Et donc Totem aujourd'hui c'est très exactement 174 véhicules. Bon, évidemment, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y aurait un tel vandalisme. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'on mettrait 3 ans pour signer des accords avec la collectivité. Mais bon, ça y est, Totem est maintenant sur une rampe extrêmement prometteuse, avec son positionnement très différent vraiment de tous les autres services d'autopartage, un prix qui est à peu près au tiers, une manière de considérer le véhicule vraiment comme un service et non pas pour le véhicule lui-même. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est surtout qu'il m'amène d'un point A à un point B. Et ce qu'on appelle un marketing tribal, mais une collaboration des conducteurs qui est extraordinaire, avec des ambassadeurs, des gens très impliqués, des réseaux sociaux qui sont extrêmement actifs, etc., et qui participent beaucoup à la notoriété et à la réputation de Totem. Emmanuelle, dans cet univers de la mobilité, du transport, est-ce que tu fais figure d'exception en tant que femme et peut-être, je sais pas, les premiers rendez-vous avec les institutionnels, le fait d'être une femme à la tête de cette entreprise et de porter cette entreprise, est-ce que ça a eu un impact ou pas? Et si oui, est-ce qu'il était plutôt positif ou plutôt négatif? Alors, moi, je pense que là où je me différencie de la plupart de tous les autres services, on va dire, de mon métier autour de la mobilité partagée, c'est au moins... Alors, évidemment, bon, il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein, il y a une femme qui a créé Lucky Lock, qui est une boîte assez sympa à Paris. Donc, mais je dirais, il y a 2 autres critères qui vraiment différencient beaucoup Totem. C'est effectivement... son aspect résolument marketé. Hein, voilà, on a marketé cette marque. On a déjà une réputation de marque avec très peu d'années d'existence, avec très peu de budget. Et on a une orientation vers nos clients qui est, je pense, plus que la moyenne. Voilà. Ça, c'est évidemment le résultat de mon premier métier. La deuxième chose qui différencie beaucoup Totem, c'est que, en gros, toutes les autres innovations ont été créées à Paris. Et il y a une chose que je ne saurais jamais dans les énormes difficultés que j'ai eues à lever des fonds, c'est est-ce que c'est parce que j'étais une femme? Est-ce que c'est parce que j'avais inventé quelque chose qui était à Marseille? Et que du coup, comme les investisseurs, ils sont à Paris, ils savent pas que ça existe. Donc c'est un marché compliqué, c'est un marché sur lesquels on a à la fois d'énormes perspectives parce que tous les cabinets d'études disent que un trajet sur 3 sera fait en autopartage demain. Donc on va tous on va avoir dans les villes, de fait, on aura un tiers de voitures de moins. Donc c'est des transformations lourdes, mais c'est quand même long pour convaincre les investisseurs. Et ce qu'il y a eu de bien, c'est qu'en étant à Marseille, on était quand même royalement ignorés par les investisseurs, et aussi peut-être que ça aurait évité qu'on soit trop vite copié. Voilà. Par contre, on sait que maintenant, il va falloir qu'on aille très très vite, parce que dès lors que notre modèle va commencer à atteindre des seuils de rentabilité, évidemment, ça sera probablement copié, quoi. Voilà, donc est-ce qu'en tant que femme, j'ai eu des difficultés? Honnêtement, je saurais pas. Évidemment, c'est jamais dit oui, une fois avec un club de business angel, ça avait été rigolo au début. Ou manifestement, j'étais tout simplement pas crédible, mais bon, ça c'était pas très grave. Non, ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'au début, quand je cherchais des fonds, je cherchais des petites sommes, 50 000, 100 000, 500 000 euros. Donc là, je rencontrais beaucoup de femmes. Puis là, maintenant, comme je cherche 1 million, 2 millions d'euros, je rencontre plus que des hommes. Voilà, mes interlocuteurs. J'ai assez souvent, on va dire que j'ai 80% du temps, mes interlocuteurs sont des hommes. Alors qu'avant, 80% du temps, mes interlocuteurs étaient des femmes. Voilà. Oui. Et pour autant, on va dire que là, c'est la confrontation entre ce qui est fait et dit pour les femmes et la réalité, le concret.
puisque il me semblait qu'il y avait quand même beaucoup d'initiatives et le fait d'être une femme dans l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose qu'on cherche à soutenir aujourd'hui et qui peut potentiellement ouvrir des portes, non? Oui, bah, c'est toujours cette histoire des quotas, comme disait quelqu'un très justement, de fait, aujourd'hui, il y a des quotas. Il y a des quotas masculins extrêmement majoritaires. Donc, c'est très agaçant, effectivement, d'avoir tout ça. Moi, je pense qu'effectivement, les temps changent vite. C'est vrai que les temps changent. C'est pour ça que moi, j'ai pas envie de dire, non, non, ça a été un handicap d'être une femme. Non, je ne le pense pas. Je pense que ça a été un vrai handicap d'être sur Marseille. Ça, oui. Pour le coup, oui. En termes de crédibilité, de visibilité, cette ville est tellement particulière et tellement inconnue pour les gens qui y habitent pas que ça paraît étrange. Voilà, ça paraît étrange. Bon, sans compter qu'il y a des vraies difficultés inhérentes à Marseille, hein, de vandalisme, etc. Mais bon, qui facilitent pas la tâche. Mais c'est pour ça que je dis qu'une fois qu'on aura réussi ici, on pourra aller à peu près partout dans le monde. D'accord. Et de la région, il y a eu des aides spécifiques ou pas pour lancer cette activité, pour accompagner la mobilité dans la ville? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la mobilité, on va dire, c'est plutôt du registre de la métropole que de la région. Par contre, l'économie, c'est du registre de la région. Donc la région, d'une part, a très bien compris l'intérêt de la publicité sur les véhicules, puisqu'en fait, nous, on est le seul média qui soit non seulement propre, mais en plus qui rende service aux gens. Voilà. Donc la région a régulièrement fait des belles campagnes sur, notamment quand ils ont fait leur campagne, une COP d'avance et puis là une campagne sur les arbres qui sont plantés dans la région sud. Donc la région a été un client de Totem. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Voilà. Tout à l'heure, on me demandait est-ce que il y avait un journaliste qui me disait est-ce que vous êtes aidé par les collectivités? Et je dis vous savez, plutôt que d'être aidé, moi je préfère avoir des clients. C'est toujours mieux. Une entreprise, il lui faut des clients. Voilà. Donc effectivement, la région a été cliente de Totem et ça a été un franc soutien. Et puis la région, à travers son fonds d'investissement qui s'appelle Sud Investissement, est actionnaire de Totem, puisqu'en 2017, la région avec la Caisse des dépôts et la Banque populaire sont devenus les premiers actionnaires de Totem. Une autre question, c'est on imagine une vie d'entrepreneur, mais entre ce qu'on imagine et une fois de plus la réalité, il y a parfois un grand écart. Qu'est-ce qui s'est déroulé de façon assez conforme à ce que tu imaginais et qu'est-ce qui est différent, en tout cas ou plus long ou plus difficile que ce à quoi tu t'attendais? Alors, ça se déroule à peu près comme je l'avais imaginé, même si j'ai pris vraiment des orientations stratégiques différentes, mais grosso modo, ça se déroule à peu près comme je l'avais imaginé. Par contre, en gros, eh bien, tout ce que j'avais imaginé en temps, eh bien, il faut multiplier par 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 7 ans après, je suis là où je pensais arriver en 4 ans. D'accord. Et l'impact, par exemple, sur par rapport à une vie professionnelle plus classique de salarié, en termes de charge de travail, de disponibilité, de temps, de salaire? Alors, d'une part, ça transforme quand même. J'avais une amie qui m'avait dit un truc très juste. Elle m'avait dit, de toute façon, tu vas faire une erreur par jour et tu vas apprendre une chose par jour. Et c'est à peu près ça. On fait à peu près une erreur par jour, on apprend une chose par jour. Donc c'est vrai que c'est incroyablement dense, hein, et intense. Ce qu'il y a de... Alors je pense que j'étais dans une situation où je m'en serais voulu toute ma vie de pas tenter. Donc il y a rien à regretter parce que je pense que j'aurais vécu tout le temps en me disant mais quand même ça, j'aurais dû le faire. Après, j'ai quand même divisé mes revenus, d'abord par 4 et là maintenant par 2, hein, par rapport au premier salaire. Enfin, par rapport à mon salaire que j'avais en quittant Avos. Bon, on m'avait bien expliqué, de toute façon, à Marseille, je retrouverai jamais ce niveau de salaire. Donc, les gens avaient été à peu près clairs sur ceux qui faisaient de l'outplacement.
Donc j'ai effectivement, en termes de revenus, bon, c'est quand même un peu du rail. J'avais imaginé que j'allais beaucoup travailler, mais je travaillais déjà beaucoup, hein. Enfin, on dirige pas une agence de 50 personnes, en 35 heures par semaine, c'est pas vrai, donc faut croire que ça me déplaît pas. Et par contre, il y a une chose qui est, assez terrible. Alors évidemment, je dis: «Je referai pas pareil», mais c'est pas vrai, on n'a pas le choix. C'est que moi, j'ai impliqué des amis et de la famille qui ont investi dans la société. Et ça, c'est une charge mentale qui est, extrêmement lourde à porter. Parce qu'évidemment, ces gens-là qui vous ont fait confiance, bon, même si, c'est pas des sommes, forcément énormes, bon, et que chacun peut se le permettre, hein, ça empêchait personne de partir en vacances, mais c'est une charge mentale terriblement lourde à porter et en tout cas avec laquelle moi j'ai personnellement, mais c'est moi, hein, des difficultés à vivre. Donc sur le papier, ça aurait été beaucoup mieux qu'ils investissent pas. Bon, dans la réalité, quand vous avez besoin d'argent, vous le prenez de là où il vient, quoi. Et les enfants dans cette histoire, donc qui étaient quand même relativement grands, mais le plus jeune de 13 ans, comment ils ont réagi ou comment ça a interréagi avec ce projet peut-être? Alors moi, mes enfants ça a été l'un des facteurs déclenchants, bon, pas le premier, bien sûr, mais l'un des facteurs qui font que j'ai osé parce qu'il se trouve que je pense qu'à peu près au moment où je me suis posé la question de créer mon entreprise, mes enfants, passaient des concours et j'étais extrêmement impressionnée par ce qu'ils faisaient parce qu'ils avaient une pugnacité, enfin voilà, ils en voulaient quoi, c'est le cas de le dire et du coup, ils se mettaient à bosser le matin, ils passaient des concours quoi et je me suis dit: «Bah, quand même, faut oser quoi» et je me suis dit: «Bon, quand même, faut que tu sois à la hauteur de tes enfants quoi». Donc ça a été, mes enfants m'ont donné des leçons. Ouais, ouais, ouais. Mes enfants ont été un facteur, qui voilà, ça m'a permis d'oser et mon mari qui lui-même avait créé son entreprise depuis 20 ans, lui a plutôt été un facteur extrêmement, comment dire? De confiance et de réassurance. Voilà, on n'est pas sur le même registre. Mais oui, la famille est extrêmement importante, hein, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, quand il y a des difficultés particulières, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'il faut se dire pour réussir à prendre du recul ou qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait une expression que j'aimais bien, quelqu'un qui disait: «C'est créer une entreprise, c'est un marathon à la vitesse d'un sprint» et il faut faire attention à soi parce que c'est du long terme, donc il faut faire attention, à sa santé, heu, à son équilibre, comment dire? Oui, biologique, hein. Moi, j'essaye quand même de garder, 3 heures ou 4 heures d'extérieur par semaine, où je suis pas devant un ordinateur. J'essaye quand même de voilà, hein, d'avoir mais c'est une certaine hygiène de vie pour tenir notamment dans les coups durs. Or les coups durs, ils sont un peu cycliques, hein, en tout cas tant qu'on n'a pas fait, la série B qui permet vraiment de pouvoir embaucher des personnes qui vont faire le job que vous faites, une partie du job que vous faites, bah, tu es un peu obligé de tenir la longueur. Donc faut se mettre en posture de combat, en posture de, OK, c'est une campagne, j'en ai pour un certain temps, j'y vais, voilà, j'y vais. Mais il faut être bien conscient de ça. Je trouve que d'ailleurs les gens qui disent, «Oui, oui, je vais créer ma boîte parce que je veux plus de patron, ça me gave» et cetera, c'est à mon avis, totalement illusoire. Enfin, c'est à peu près certain que leur boîte va planter. Parce qu'on peut pas se contenter de ce moteur-là. Il faut un moteur, moi, c'est vrai que j'ai un moteur qui est, en fait, j'en ai 2. J'en ai un qui continue à être un petit peu cette illusion de penser que j'ai une compétence qui peut peut-être permettre de trouver une solution à un petit bout des problèmes, heu environnementaux et de santé publique. Et puis j'en ai un deuxième qui est, voilà, cette confiance qui m'a été faite et à laquelle je me sens totalement redevable, quoi. Voilà, je peux pas moi lâcher le bateau
alors qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance. C'est pas possible. Donc enfin, l'option n'existe pas. Donc la question, c'est juste comment on fait pour tenir sur la longueur. Et comment on fait pour passer d'une posture, on va dire, experte, marketing, communication, à une chef d'entreprise qui doit, a priori, gérer une boîte 360 degrés, c'est-à-dire multi-compétences. Comment on arrive à passer de l'un à l'autre? Bon, alors moi, vous l'aurez compris, enfin, t'auras compris, comment dire, j'ai eu pendant des années ce sentiment d'usurpation. Or, en fait, ce sentiment d'usurpation, il faut pas confondre la conscience de la nécessité de faire et le savoir-faire. Voilà. Je prends un exemple. Moi, j'ai une petite compétence en finance que j'ai quand même beaucoup augmentée depuis parce qu'il a fallu que je me débrouille toute seule. Mais par contre, j'ai conscience que c'est important. Donc, ce que je fais à chaque fois que je suis sur des sujets comme ça, c'est que je vais chercher des conseils. Et que ces conseils-là, pour le coup, je les écoute. Enfin, je suis vraiment la bonne élève. C'est-à-dire que moi, quand j'appelle mon avocat, enfin, j'ai un cabinet d'avocats extraordinaire que j'ai connu d'ailleurs grâce à PWN aussi. Et quand ils me disent, bon, écoute Emmanuel, voilà, il faut que tu fasses comme ça, je commence pas à leur dire, ah non, mais c'est trop de boulot, j'ai pas envie. Non, je fais, voilà. Donc, je pense que j'ai une assez juste conscience de mes compétences et de mes incompétences, et que ça m'a évité de faire certaines bêtises, puisque j'ai pris la précaution, alors c'est vrai que ça m'a coûté cher en honoraires, mais j'ai pris la précaution d'être entourée. Voilà. Certainement, d'autres personnes auraient peut-être été un peu moins prudentes que moi et auraient dépensé moins d'argent en honoraires, mais après on se change pas. Voilà. Moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne et du coup je pense que c'est pour ça que en fait je suis devenue chef d'entreprise en étant obligée de m'intéresser à tous les sujets de l'entreprise et en acceptant d'en être juge même si j'en étais pas l'experte. C'est-à-dire en allant chercher l'expertise là où elle était, mais en gardant les arbitrages, en étant responsable des arbitrages. Voilà. Je revendique les arbitrages que j'ai pu faire. Et des fois, je me suis trompée. Et quand je me suis trompée, je l'ai dit. Et c'était pas très grave, parce que moi, avec mes actionnaires, j'ai des relations de très grande confiance. Ce qui fait que quand ça va bien, ils le savent. Quand ça va pas bien, ils le savent aussi. Et je pense que être prêt dès le départ on va dire, à assumer ses échecs et ses erreurs, mais surtout à tirer parti de ses échecs et ses erreurs pour pas le refaire une deuxième fois, c'est quand même la route vers l'amélioration continue, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Voilà. Quand je t'écoute, j'ai entendu plusieurs femmes qui exprimaient la conscience de leur incompétence ou non-connaissance, on va dire, dans un certain nombre de domaines, qui peut justement avoir donné ce sentiment d'usurpation, en tout cas ce sentiment de se dire qu'on n'est pas forcément totalement à la hauteur. Est-ce que le fait de prendre conscience de ça et de reconnaître ça, tu penses que c'est tout le monde le partage ou plus les femmes qui auraient tendance à accepter de ne pas forcément tout connaître, tout maîtriser et de faire l'effort peut-être soit de se former ou soit de se faire accompagner et de reconnaître tout simplement voilà une lacune dans un certain nombre de sujets. Alors moi j'ai croisé plusieurs fois dans ma vie professionnelle et notamment dans les startups un trait de jugement qui m'a toujours sidéré, c'est-à-dire de considérer que ce qui n'est pas maîtrisé est négligeable. Voilà, pour faire simple, je suis pas une experte en comptabilité, donc la comptabilité, c'est que c'est pas très important. Il y a quand même un gap entre je ne sais pas faire et ça n'est pas important. Donc bon, moi les écritures comptables, j'ai dû apprendre ça il y a quand même pas mal d'années. J'ai pas une grande passion pour la chose, mais ça veut pas dire que c'est pas important.
Donc je pense qu'effectivement cette posture-là, en tout cas, alors je ne sais pas si elle est propre aux femmes, mais elle est indispensable pour réussir. Donc je dirais que dans l'autre sens, quand on regarde le taux d'échec des entreprises, moi j'aimerais bien savoir dans lesquelles il y a eu cette conscience de l'importance de chacun des items. Parce que c'est un peu le problème dans une entreprise, eh bien, en général on y arrive, personne n'est né chef d'entreprise. Donc chacun y arrive par une compétence qu'il a eue dans un premier métier, enfin la plupart du temps. Donc il a été chercheur, ingénieur, marketeur, commercial, j'en sais rien, bon bref. Et en tout cas, sauf que quand il arrive, il y a les 10 autres compétences qu'il n'a pas. Sans la conscience de cette nécessité de s'entourer, d'une manière ou d'une autre, ou de se former, effectivement, comme tu dis, il vaut mieux... c'est dangereux, quoi. C'est dangereux de créer une entreprise. Ou en tout cas, je ne sais pas si j'investirais dans une entreprise qui serait créée par quelqu'un qui n'aurait pas cette conscience-là. Les prochains challenges. Alors moi, j'ai un challenge qui est... donc là, on a fait une très belle création de filiale qui vient d'être actée tout récemment avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence et avec la Caisse des dépôts, encore une fois, qui est vraiment un accompagnateur extraordinaire. Et le prochain challenge, c'est de disposer au niveau de Totem d'un nouvel investisseur avec lequel on va pouvoir faire ce qu'on appelle en jargon le scale-up, c'est-à-dire là on a 2 villes cette année, il faut qu'on en ait 6 l'année prochaine, et 10, etc. Et également les premières ventes à l'export, puisqu'on est actuellement en discussion très avancée avec l'Afrique du Sud et avec la Suisse. C'est ça les 3 prochains challenges, c'est la levée de fonds, l'export, le scale-up. D'accord. Et donc Totem aujourd'hui, les 2 villes, lesquelles sont-elles? Et les 6 prévues? Ah bah alors les sites, non, ça je veux pas encore en parler. Ah, il faut pas en parler, Non, d'accord. je peux pas encore en parler parce que c'est trop au stade de projet. Mais par contre, les 2 qui sont opérationnels, donc c'est Marseille, qui va donc la métropole Aix-Marseille-Provence va progressivement passer à 600 véhicules d'ici 3-4 ans. Donc c'est un beau projet. Et puis on ouvre sur Avignon. Sur Avignon également avec l'agglomération sur une filiale commune. Bravo. Merci beaucoup. Alors, pour finir, peut-être on s'adresse à des femmes qui certainement ont un projet, mais peut-être qui n'osent pas se lancer. Quel serait ton conseil, ou je sais pas, un mantra, un conseil, un mot pour celles qui ont cette idée, ce projet qui ne les lâche plus, mais qui n'osent pas? Alors, je pense qu'il faut bien connaître le moteur. Pourquoi on a envie? Faut pas se mentir à soi-même. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, mais il faut juste être lucide. Voilà. Parce que c'est un peu à la mode de créer sa boîte. Donc, il y a toute une atmosphère autour qui est un peu, c'est super branché, etc. Bon, c'est quand même compliqué. Et créer son métier et créer sa boîte, c'est pas pareil. Créer une entreprise, ça veut dire créer une entité qui va avoir des salariés, qui va s'engager, qui va avoir des engagements vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses actionnaires. Ça fait beaucoup de monde pour regarder au-dessus du berceau si tout va bien. C'est pas du tout la même chose qu'un métier de consultant. Voilà. Après, moi, ce que je me suis toujours dit quand même, c'est que bon, 1, je l'ai choisi. 2, c'est quand même pas la guerre, hein. Il suffit d'écouter les infos, voilà, on va pas se plaindre. Et 3, moi, je me suis toujours dit, et même avec la responsabilité que je ressens vis-à-vis des investisseurs, ce n'est que de l'argent. Ce n'est que de l'argent. C'est pas la santé. Donc oui, j'ai des problèmes. Oui, j'ai des nuits blanches. Oui, je bosse. Je préfère pas dire le nombre d'heures. Mais ce n'est que mon travail personnel et de l'argent. Voilà. Et bon, l'argent, c'est un outil. Voilà. On en a, c'est beaucoup mieux. On n'en a pas, on a tout le reste, quoi. Donc, je pense que quand on est prêt à laisser l'argent à son vrai niveau,
Et puis, par contre, il y a quand même quelque chose avec lequel on a toujours été d'accord avec mon mari, c'est que par exemple, la maison, on n'y touche pas. La maison, c'est sacré. Donc, chaque fois que j'ai vu des banquiers qui m'ont dit, vous mettez votre maison en caution, niette. Voilà. Ça, c'était la limite qu'on avait convenu tous les deux de poser. La maison, on n'y touche pas. Voilà. Donc, après, tout le reste, c'est de l'argent. Donc, c'est pas. Et ce que je pense, c'est que, en tout cas, on s'enrichit tellement. Je pense qu'il faut prendre la mesure du risque qu'on prend, réel. Et on s'enrichit tellement personnellement d'avoir osé le faire que. Moi, j'ai quand même planté. Enfin, j'ai planté. J'ai participé directement ou indirectement à la création de 5 entreprises avec tous les cycles de vie. Voilà. Celle qui a bien prospéré, qui a été revendue à Vasse. J'étais actionnaire minoritaire, mais je suis arrivée assez tôt, donc je considère pas être complètement. Je pense avoir vraiment participé à son développement. Une boîte qui a tout de suite fait peur à son concurrent, qui a été rachetée 2 mois après par le concurrent. Ça nous avait rien coûté, on l'a vendu 4 fois plus cher. Voilà. Une boîte où je me suis faite royalement arnaquer par mon associé. Et où qui a été une très forte douleur amicale, une très très forte déception, mais ça a été plus dur personnellement que, évidemment j'ai perdu de l'argent, voilà. L'autre boîte où j'ai perdu toutes mes économies et mon chèque de mon licenciement, et puis voilà. Donc c'est pas. Je pense que j'avais un peu l'entrepreneuriat quand même. En tout cas, l'innovation et l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Il se trouve qu'à un moment, je me suis dit, t'es obligé d'être chef d'entreprise si tu veux que ton idée aille jusqu'au bout. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé. C'est à quel point, en fait, je comprends pourquoi, en tout cas au début de l'entreprise, le créateur est quand même aussi, et autant, le ciment, en fait, de cette aventure-là, parce que c'est le créateur avec sa vie personnelle, avec son parcours professionnel, avec ses aspirations, avec ses convictions, qui crée cette chose innovante qui est la start-up. Et c'est vrai que pourquoi est-ce que personne pour l'instant a créé la même chose que Totem ? Parce qu'aucun créateur dans la mobilité n'avait un parcours dans la publicité. Donc personne n'a pris cet angle qui est l'angle du sponsoring par de la publicité et de la collaboration avec les conducteurs dans un marketing tribal qui est très élaboré. Voilà. Personne l'a fait. Pourquoi ? Mais moi, je l'ai fait parce que je viens de cette compétence-là. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est pour ça que chaque entreprise, en tout cas au début, quand elle naît, son ADN, il est quand même très, très, très lié à son fondateur, quoi. Voilà. Je ne pensais pas à ce point-là avant. Merci en tout cas d'avoir partagé cette belle aventure et cette belle expérience. Merci beaucoup. Merci Emmanuelle. Et bon courage à toutes les entrepreneurs. Si par son partage d'expérience, Emmanuelle vous a étonné, inspiré, décomplexé, dites-le nous en nous laissant un commentaire et des étoiles sur vos applis de podcast. Et on se retrouve dans 15 jours avec un autre parcours et une autre voie de l'entrepreneuriat féminin. Ce podcast a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie.